S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Jimmy Jay TV. Faisez le coin Nzambe. Soki Telemi. Jamais vous cocatez. Bonjour, tel Internet, bonjour. Les chers abonnés à des médias télévision, nous sommes aujourd'hui samedi scientifique. Donc, qui est possible encore en beauté, tout à niveau Université pédagogique nationale. Comme tout la Kakibino que nous chaque samedi, tu as une émission spéciale, cadre scientifique. Mais pour nous signaler nous donc bilingue, cela veut dire que non français, moi lingala parce que la Congo linga mingi et moi français moi lingala. Alors l'autre invité spécial, on va aborder si les institutions politiques. Donc à mingi on parlait les institutions politiques et la qui ni institution ni parlement, gouvernement. Alors tout on espère à la matière. Ceux qui caméramen donc mon amboka Derti qui mangue babi les bogards sera les potes comme on a invité. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle qui et puis vous êtes qui dans ce pays? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Isidore Abba Kwanzibo. Je suis chef de travaux de l'Université pédagogique nationale. Et donc, sur le plan scientifique, nous avons beaucoup de publications par rapport aux institutions politiques, mais aussi par rapport à la promotion de la femme, n'est-ce pas, dans la vie politique en République démocratique du Congo. Nous, en tant que scientifiques, nous enseignons le cours de droit constitutionnel et institutions politiques du Congo. Nous enseignons le cours des institutions politiques du Congo, la communication politique, les séminaires de Sciences Po, les aspects politiques et administratifs de développement et les organisations internationales. Et donc, on suppose que le thème qui nous a été proposé s'avère important pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à disséquer, à expliquer les institutions politiques, particulièrement les institutions politiques de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Donc, vous êtes expert dans les professions, les chefs de travaux, vous enseignez le cours de communication politique, droit constitutionnel, donc depuis longtemps où tu viens de débuter ici à l'IPN. Ça fait combien de temps que vous êtes chef de travaux? À l'Université pédagogique nationale, nous avons d'abord commencé comme étudiants. Ok. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire depuis 2005. Ok. On a pris notre inscription en sciences politiques et administratives. Nous avons obtenu notre licence en 2010, c'est-à-dire année académique 2009-2010. Arrivé en 2013, on a été officiellement recruté comme membre du corps scientifique, c'est-à-dire assistant premier mandat. 2015, nous avons eu la promotion, c'est-à-dire on a été promu comme assistant deuxième mandat et en 2018, au mois d'août, nous avons été promus chef de travaux par l'arrêté ministériel. Et nous avons commencé à enseigner le cours des institutions politiques, d'abord aux côtés du professeur Makengo, qui est d'ailleurs mon maître, que je le salue en passant. Nous avons enseigné la communication politique en première licence, particulièrement option politique, un cours qui a été toujours assuré par le professeur Makengo, mais il nous a encadrés, il nous a laissé quand même cette charge après, pendant son absence, d'assumer ses enseignements. Et aussi, nous enseignons le cours de séminaire de sciences politiques, toujours en première année licence, un cours que nous avons enseigné pendant plusieurs années aussi, c'est-à-dire depuis 2015. Et également, nous assistons aussi le professeur Oyanganji Beltold, avec qui on
on enseigne les cours des aspects politiques et administratifs du développement et aussi les organisations internationales. Mais cette année, avec le système LM2, nous accompagnons le nouveau docteur, le professeur Anissé Mboura, dans son cours de l'évolution des institutions politico-administratives de la République démocratique du Congo. Et donc, on suppose que nous avons quand même des connaissances en ce qui concerne les institutions politiques, parce que ça, c'est notre dada. Nous avons commencé à enseigner ça, ce n'est pas cette année ou bien les années l'année passée, mais on a fait quand même plus de 5 ans comme enseignant de ces enseignements des institutions politiques et administratives du Congo. Et nous adaptons cet enseignement par rapport à l'évolution, n'est-ce pas, de nos institutions politiques. Voilà. Merci beaucoup. Donc, M. Isidore, il est donc le fruit de l'IPEN. Sans plus tarder, on va d'abord aborder la question. Monsieur chef de travaux, les gens parlent des institutions politiques. Par la définition, d'abord, il faut d'abord disséquer. Les institutions, d'abord, c'est quoi? Et puis, la politique, c'est quoi? Et puis, les institutions politiques dans son ensemble, c'est quoi? Donc, vous avez 5 minutes à développer. Merci beaucoup. Entre du jeu, quand on parle des institutions politiques, nous allons d'abord parler de qu'est-ce que c'est qu'une institution. Voilà. Une institution, c'est une création humaine, une chose qui est créée par l'homme à l'opposition de ce qui est naturel, ce qui existe. Donc, les institutions sont créées par les hommes pour chercher à résoudre un besoin quelconque. Et donc, quand on a souci institution politique, c'est-à-dire on a joint le mot institution de concept politique, la politique signifie l'organisation de la société. Quand nous parlons de la politique, on se réfère comment on peut organiser la société. Et donc, ce concept politique, c'est un concept polysémique. Il y a beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, qui définissent les concepts politiques. Gestion de la cité, l'organisation de la cité, rapport entre les acteurs. Mais de manière générale, on peut définir les concepts politiques dans des acceptions. Dans l'acception minimaliste et dans l'acception maximaliste ou globale. Dans l'acception minimaliste, la politique peut se définir comme un comportement. Et quand nous parlons de comportement, on se réfère du comportement soit des acteurs politiques, on se réfère par exemple du comportement d'une institution. Comportement d'une institution, comment une institution se comporte. La politique, toujours dans son sens minimaliste, elle peut se définir comme un enjeu. L'enjeu, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre dans une compétition. Et donc, toujours dans son sens minimaliste, la politique peut être définie comme ressources, c'est-à-dire les ressources qu'on peut disponibiliser pour atteindre un objectif, pour réaliser un objectif. La politique, toujours dans son sens minimaliste, peut se définir aussi comme nous avons parlé du programme. Le programme qui est établi soit par un parti politique ou bien qui est établi par le gouvernement. Donc, soit la politique peut être définie comme une stratégie. Et donc, quand nous parlons de la stratégie, on vise beaucoup plus l'intelligence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on envisage pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, stratégie, programme, c'est dans une dynamique de réaliser un objectif quelconque pour le bien-être de la société. Et aussi,
toujours dans le cadre de l'acception minimaliste, quand on parle de la politique, il faut, comme nous avons parlé du comportement, nous avons parlé du programme, nous avons parlé des ressources, nous avons parlé des enjeux, nous avons parlé des stratégies. Et donc, programme, prenons par exemple le programme de 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est dans un sens beaucoup plus minimaliste. Mais quand nous prenons la dimension globale ou l'acception maximaliste, la politique peut se définir comme l'organisation de la société. L'organisation de la société dans tous ses aspects. Autrement dit, la politique peut se définir comme l'organisation de la société itoto globaux. Et donc, la politique est créée pour le vivre en commun, c'est-à-dire réaliser l'intérêt général. L'intérêt général constitue une valise qui comprend à la fois les besoins individuels, les besoins collectifs, mais également les besoins institutionnels. Alimentation pour tous, éducation pour tous, santé pour tous, infrastructure, donc les besoins de base ressentis, exprimés par les peuples. Et donc la politique vient réaliser ces besoins-là, vient réaliser, n'est-ce pas, les besoins de base ressentis par les peuples. Après avoir disséqué le concept politique, quand nous parlons des institutions politiques, autrement dit, ce sont les institutions qui concernent la politique. Comme quoi les institutions qui... Excusez. Les institutions créées pour un objectif politique. Autrement dit, quand on parle des institutions politiques, on se réfère des organes de l'État, créés soit par la Constitution, créés par exemple par une loi, créés soit par la coutume aussi, créés soit par un acte réglementaire, qu'il vient à correspondre, créé aussi par une autre disposition légale. Ok? Par une autre disposition légale. Les institutions politiques, comme je viens de dire, sont les organes de l'État, ok, qui exercent les fonctions dites de souveraineté. C'est-à-dire voter des lois, assurer leur mise en œuvre et faire respecter l'ordre public. Autrement dit, les institutions politiques, dans ce sens-là, sont appelées à légiférer. Et quand nous parlons d'une institution qui légifère, nous voyons le Parlement. Le Parlement est créé pour exercer une fonction de souveraineté, c'est-à-dire produire des normes, c'est-à-dire des lois qui vont permettre, n'est-ce pas, à organiser la société dans tel ou tel domaine de la vie nationale. En dehors de la production législative, nous avons exécuté les lois. Et il y a des organes de l'État qui sont censés exécuter, n'est-ce pas, les lois de la République. Donc, l'exécution des lois, ça peut se faire au niveau de l'exécutif. Chez nous, nous avons un exécutif dualiste. Et un exécutif composé du président de la République et du Premier ministre et son gouvernement. Et donc, l'exécutif est créé pour exécuter les lois votées au Parlement. Ça, c'est sa mission régalienne. Mais aussi déterminer et conduire la politique de la nation.
Et donc, à ce titre-là, vous allez voir que le gouvernement de la République, c'est une institution politique parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui assure l'exécution des lois. Et aussi, le président de la République coordonne l'action de l'exécutif. Et d'autres institutions politiques que nous pouvons parler, parce qu'il y a un débat, il y a certaines personnes qui disent que les cours et tribunaux ne sont pas totalement des institutions politiques. Ça, c'est un débat. Mais quand vous analysez scrupuleusement les attributions dévolues aux cours et tribunaux, vous allez voir que les cours et tribunaux sont là aussi bien que pour dire les droits, dans un sens beaucoup plus spécialisé. Mais les cours et tribunaux, à mon avis, font partie des institutions politiques parce que, prenons par exemple un organe spécialisé de l'institution qu'on appelle les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne se limite pas seulement à contrôler la constitutionnalité des lois, mais il faut savoir que la Cour constitutionnelle est le juge du président de la République et du Premier ministre quand ceux-ci commettent, n'est-ce pas, des infractions politiques à l'exercice de leurs fonctions. Et en dehors de ça, il faut savoir que la Cour exerce aussi d'autres compétences qui relèvent, n'est-ce pas, des politiques. La Cour, le Conseil d'État qui exerce les compétences d'assurer la légalité, de vérifier la légalité des actes juridiques. On suppose que cette Cour a aussi une petite connotation politique dès qu'il est appelé à dire le droit. C'est dans ce sens-là. Mais également, il faut voir comment, prenons au niveau de la Cour constitutionnelle, l'élément qui nous a toujours animé de dire que la Cour constitutionnelle, elle est beaucoup plus un organe de la Cour et tribunaux qui est beaucoup plus politisé parce que il faut voir d'abord la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. 3 viennent du président de la République. Il y a 3 groupes. Le groupe président de la République, le président nomme 3 membres. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès nomment 3 membres. Et le Conseil supérieur de la magistrature aussi nomme 3 membres. Au total, 9 membres. Mais quand vous voyez certaines décisions qui sont prises par cette Cour, il faut toujours voir que le politique considère cette Cour comme un instrument du métier, parce que la Cour ne se limite pas seulement dans ses missions régaliennes, celle de contrôler la constitutionnalité des lois et les actes ayant force des lois, mais la Cour est considérée comme juge du contentieux électoral et particulièrement l'élection du président de la République et l'élection des députés nationaux, y compris des sénateurs. Et donc, ça concerne un enjeu très important, un enjeu politique. Voilà pourquoi les acteurs sont traités pour contrôler, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle. Un autre aspect que nous pouvons parler du caractère politique de la Cour constitutionnelle, vous avez vu par rapport au remplacement, comment on procède par exemple au tirage. Quand vous n'avez pas, par exemple, vous ne parlez plus le même langage avec le pouvoir, parfois on peut vous virer. On peut vous virer lors d'un tirage au sort déjà préparé en amont. Voilà pourquoi cette connotation nous amène à dire que la Cour constitutionnelle fait partie des institutions politiques et aussi la Cour devient, comme je viens de dire, le juge du contentieux
constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? Toutes les lois organiques, tous les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et des autres institutions d'appui à la démocratie, avant leur publication, sont soumis à l'examen de conformité devant la Cour constitutionnelle. Pour les lois organiques, c'est-à-dire avant leur promulgation, sont soumises à l'examen de conformité devant la Cour. Et ce contrôle-là est automatique, obligatoire. Voilà. Dans ce sens-là, nous pouvons dire que les cours et tribunaux, tant bien même que certains spécialistes, constitutionnalistes ou politologues ne se mettent pas d'accord par rapport à la classification des institutions politiques, mais il faut voir les rôles que les cours et tribunaux jouent, n'est-ce pas? Dans un État, on suppose qu'il y a déjà un caractère de compétition, il y a déjà un caractère de rapport de force entre les différentes forces en présence. Voilà de manière générale. Mais de manière claire, je viens vous dire, les institutions politiques sont les organes de l'État, créés soit par la Constitution, créé soit par une loi, créé soit par un acte réglementaire, c'est-à-dire créé soit par la coutume, ok? Et ces institutions-là sont appelées à exercer les fonctions dites de souveraineté. Voter des lois, assurer leur mise en œuvre et faire respecter l'ordre public. Mais nous ne pouvons pas inscrire les élections parmi les institutions politiques, parce que quand nous parlons, n'est-ce pas, des élections, on suppose que c'est créé par les hommes. Les élections sont créées pour qu'on arrive à légitimer le pouvoir des dirigeants qui va venir réellement du peuple. Donc les élections constituent, à notre avis, des institutions politiques. Et en dehors des élections, il faut aussi voir certains organes créés par la Constitution. La Constitution n'a pas seulement créé les institutions de la République, mais la Constitution a créé d'autres organes, qu'on peut appeler par exemple des institutions d'appui à la démocratie ou des organes secondaires. Parmi les organes constitutionnels qu'on peut... J'étais par là parce que les États sont partis. Oui. Qu'on peut les classer, nous avons les institutions d'appui à la démocratie. C'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution éminemment politique. Nous avons le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, ok, Comité national du suivi de l'accord et des élections. Et aussi, il y a d'autres organes constitutionnels créés par la Constitution, comme des organes consultatifs ou soit des organes de contrôle. Ok, le Conseil économique et social, nous avons la Cour des comptes, etc. Même. Et donc, de manière claire, quand nous parlons des institutions politiques, on se réfère du président de la République, on se réfère du gouvernement, on se réfère du Parlement, et aussi d'autres organes constitutionnels, c'est-à-dire créés, n'est-ce pas, par la Constitution. Et donc, par rapport à la République démocratique du Congo, nous avons des institutions politiques qu'on appelle les institutions de la République, qui sont appelées à exercer ces trois fonctions classiques de l'État. La Constitution, la République démocratique du Congo, promulguée le 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11 par 00 du 20 janvier 2011, dans son article 68, énumère, n'est-ce pas, les institutions de la République. Président de la République, Parlement, gouvernement, cours et tribunaux. Le président de la République, c'est la première institution. C'est par là, c'est l'État.
temps sont partis. Ah oui. Le président de la République est considéré dans le paysage institutionnel comme la clé de voûte des institutions et de l'État. Parce que le président de la République est considéré comme le symbole de l'unité nationale. C'est le plan de l'État, mais sur le plan institutionnel, le président de la République veille, n'est-ce pas, au fonctionnement régulier, c'est-à-dire il est l'arbitre du bon fonctionnement, l'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, okay, des institutions et de la continuité de l'État. Et en dehors de ça, il faut savoir que c'est le président de la République qui est le symbole de l'unité nationale. C'est le président de la République qui est le garant de l'indépendance nationale. Et à ce titre-là, il est considéré comme gardien de la Constitution, c'est-à-dire c'est lui le garant de la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie? Le président de la République est appelé à respecter lui-même la Constitution et faire respecter la Constitution aux autres acteurs politiques. Et il faut savoir que le président de la République, sur le plan international, il est considéré comme représentant de l'État. Au niveau des différents concerts internationaux. À ce titre-là, le président de la République est considéré comme garant des accords et traités internationaux. Ok. Et aussi... Mais monsieur, les travaux attendent parce que les temps sont partis. Je vais vous accorder, je crois, mesdames et messieurs, il y a de la matière, mais il faut comprendre que donc les temps, c'est les temps. Je crois que nous chutons vers la fin. Ça nous reste qu'une minute et demie. Je donne la parole à C.T. Isidore. Prochainement, on va faire les éditions en disant notre... Et je connais le Congo, nous aussi on va faire notre émission, donc je connais les institutions. Ça veut dire chaque samedi, on va commencer à faire les épisodes avec le C.T. Isidore. Il est spécialiste, il a publié plusieurs articles. Je crois que non, avec les 30 minutes, c'est un peu insuffisant. On va encore rebondir encore la samedi prochain. Je l'accorde encore, je crois, une minute et demie pour clôturer l'émission. Merci beaucoup. C'est par rapport à la continuité de ce qu'on vient de parler. Mais je pense que, monsieur le journaliste, s'il y a possibilité, vous pouvez m'accorder au moins 5, comme ça je vais chuter. Nous avons parlé du président de la République. Il est appelé à exercer le pouvoir exécutif. C'est lui le coordonnateur de l'exécutif. Et vous avez suivi les rôles qu'il devrait jouer, que nous résumons en tant qu'experts en la matière. Le président de la République exerce 3 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de la représentation. Le deuxième rôle, c'est le rôle de l'arbitre et de la régulation. Et le troisième rôle, c'est le rôle de la sauvegarde de la nation. En ce qui concerne la représentation, le président de la République, que nous appelons symbole de l'unité nationale, représente la nation au niveau interne et au niveau externe. Et sur le rôle d'arbitrage, le président de la République exerce le rôle de régulation des institutions et d'arbitrage parce que il veille au fonctionnement régulier, normal, autrement dit, des pouvoirs publics, des institutions et de la continuité de l'État. De la continuité de l'État. Et dans d'autres cieux, c'est le chef du gouvernement qui est souvent chef de l'exécutif, mais chez nous, comme nous avons un exécutif qui est dualiste, ou bicéphale, ou diarciste, vous allez voir que le coordonnateur de l'exécutif, c'est le chef de l'État. C'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est lui qui nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, mais pour les autres membres du gouvernement, c'est proposition du Premier ministre. Et donc le président de la République joue un rôle important sur la scène politique, sur le paysage institutionnel. Et le troisième rôle, c'est le rôle de la sauvegarde de la nation. Le président de la République, quand l'unité nationale est menacée, quand l'intégrité territoriale, comme actuellement à l'Est, quand l'indépendance du pays est totalement
menacée, il est appelé à prendre des mesures nécessaires pour que la paix revienne, ou soit pour goûter hors l'état de nuit les ennemis de la République. Voilà pourquoi nous répétons, il est considéré comme la clé de voûte des institutions et de l'État. Et toujours dans le cadre de la sauvegarde, quand il y a une pandémie, quand il y a par exemple un malaise social, le président de la République peut procéder par ce qu'on appelle la proclamation de l'état d'urgence ou la proclamation de l'état de siège quand l'intégrité territoriale ou l'indépendance du pays est totalement menacée, ou le fonctionnement des institutions politiques est totalement menacé. Il y a ce droit-là de proclamer l'état d'urgence. Voilà les trois rôles que je vous ai parlé. L'exécutif dualiste, vous trouverez le Premier ministre et son gouvernement, qui est l'émanation de la majorité parlementaire. Le Premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire et à ce titre-là, il est nommé par le président de la République. C'est lui qui présente le programme d'action du gouvernement. Et ce programme est investi par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quoi? Le Premier ministre et son gouvernement sont appelés à définir la politique de la nation, mais en concertation avec le président de la République. Et aussi, le gouvernement conduit la politique de la nation et on assume la responsabilité devant le Parlement. Qu'est-ce que cela signifie? Le gouvernement est l'émanation du Parlement, particulièrement l'Assemblée nationale. Le gouvernement porte le programme qui a permis à ce que la majorité parlementaire soit dégagée. Et à ce titre-là, le gouvernement de la République, est considéré comme l'organe qui définit et conduit la politique de la nation. Et c'est sous l'impulsion du Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui dispose du pouvoir réglementaire. C'est lui qui assure l'exécution des lois. C'est lui qui assure, n'est-ce pas, l'exécution des lois. Et pour citer, nous avons le Parlement. Le Parlement congolais exerce le pouvoir législatif. La fonction législative, c'est une fonction de souveraineté. Et notre Parlement est bicaméral. Il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc nous avons une structure bicamérale ou une structure qu'on appelle le bicaméralisme parlementaire ou le bicamérisme parlementaire. Mais un bicamérisme ou un bicaméralisme parlementaire inégalitaire au profit de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela signifie? La Constitution a beaucoup donné, elle a beaucoup donné de l'importance, elle a beaucoup donné de prérogatives à l'Assemblée nationale. Seule l'Assemblée nationale peut investir le gouvernement. Seule l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par une motion de censure ou des membres par une motion de défiance. Donc le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Là, nous allons aborder ça prochainement parce qu'il est temps, mais quand même, jeter quand même. Merci beaucoup et je vous remercie. De tels exercices permettent, n'est-ce pas, pour nous, scientifiques, d'éclairer certaines zones d'ombre, parce que vous allez voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser l'organisation et le fonctionnement de nos institutions. Je répète, les institutions sont régies par des textes. Et donc, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, nous sommes appelés à respecter le fonctionnement des institutions tel qu'est décrit par la Constitution et les lois de la République. Voilà pourquoi l'article 62 de la Constitution pour citer, nul n'est censé ignorer la loi. Tout Congolais est tenu de respecter la Constitution
et d'obéir aux lois de la République. Donc les institutions sont régies par la Constitution et les lois de la République que nous devons nécessairement observer pour éviter les abus de pouvoir, pour éviter l'excès de pouvoir et permettre à ce que ces institutions contribuent au développement, à la reconstruction du Grand Congo. Et je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, c'est les grands coachs dont nous sommes toujours. Donc, les enfants de coach Isidore, nous sommes passés par lui. C'est notre encadré avec Madame Deborah Osengo et avec notre exécutif qui, je salue en passant, Billy Nangoma et tant d'autres. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Donc, on peut se voir prochainement. Merci beaucoup.